Bon après-midi à tous. Un proverbe africain dit l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Il est 13h sur Canada International, mesdames et messieurs. C'est l'édition de la mi-journée qui s'ouvre à vous. Voici les titres. Un mort, c'est le bilan d'un accident survenu aux premières heures de la matinée à Sarmélima. Une femme, la vingtaine révolue, est violemment percutée par un camion grumier alors qu'elle traversait la chaussée. Ici, l'excès de vitesse est remis en cause. Dans ce journal du 13h, l'ambiance autour de la rentrée scolaire 2019-2020 nous conduira tour à tour à Douala, à Boumiébel, à Morar, à Garoua, des villes qui pour la plupart présentent un panorama assez complexe s'agissant de leur carte scolaire. Et puis en sport, journée très chargée pour la Cameroun Olympic Team aux Jeux africains Maroc 2019. Les Lions du volleyball affrontent le Sénégal à 14h. Ceux du handball auront pour adversaire le Kenya. Le round-up de la journée de jeudi, c'est au bas de ce journal. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec ce fait de société. Un accident mortel ce matin à Sarmélima. Un grumier roulant à vive allure tue une dame traversant la chaussée. Le drame qui plonge dans la tristesse fiancés et enfants. C'est un reportage signé Monique Naossi, Emmanuel Kweta. Marceline Niafoumou n'a pas survécu après qu'un grumier ait broyé ses jambes à 4h30 ce jeudi matin à Sarmélima. Ce camion, transportant des billes de bois, se rendait à Yaoundé aux aurores et roulant à vive allure. Au niveau de KK45, lorsque le grumier prend la route, il traverse le dos d'âne. Nous, on traverse pour payer nos cigarettes là en face. La maman est en train de traverser la route. Le grumier était à vive allure. Lorsque le grumier traverse alors la route, le grumier la percute des deux pieds. Le chauffeur veut l'enfuir. C'est là où on sait dans le grumier, le chauffeur prend fuite. La maman reste couchée. Lorsqu'on va signaler aux autorités, au deuxième, on dit que c'est fermé. On nous envoie au central. Au premier, on parle à la brigade routière. C'est là où on signale les gendarmes. Les gendarmes interviennent avec même trouvé le commissaire. Et le chauffeur, lui, il a pris la clé des champs. Il a fui avec le motoboy. La victime âgée de 58 ans était mère de 3 enfants et vendeuse de vivres au marché Monazan à Sarmélima. Rendue à son domicile au lieu dit rue Fiancée, c'est la consternation. Depuis 30 ans, elle avait la réputation de distiller la bonne humeur. Ses enfants, devenus subitement orphelins, sont inconsolables. Céline, dans ce mouvement, on l'appelait la masse parce qu'elle faisait vraiment, elle mettait le quartier dans la joie quand elle était dans ses états d'ébriété. La dépouille de Marceline Niafoumou, enlevée par les sapeurs-pompiers, a été déposée à la morgue de l'hôpital de référence de Sarmélima et le grumier mis en fourrière. Il est sur les rails depuis quelques minutes seulement. Le Centre national de commandement de la vidéosurveillance vient d'être inauguré par le Premier ministre John Gouti au nouveau centre administratif de Yaoundé. La capitale économique, par ce fait, entre de plein pied dans la société digitale. Retrouvons sur les lieux en direct Ghislain Pierre et Sono au Centre national de commandement de vidéosurveillance. Bonjour Ghislain. Bonjour et bienvenue ici au Centre national justement de surveillance nationale. C'est donc un centre qui va désormais coordonner toutes les activités de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire national le Cameroun et qui va ainsi renforcer les capacités opérationnelles de la police camerounaise en termes justement de couverture sécuritaire. En tout cas, c'est un peu un palier de plus pour ce qui est de la police camerounaise, notamment de ce qui est de la lutte contre le grand banditisme, mais également la prévention du terrorisme, un phénomène qui est certes nouveau, mais dont la police
police camerounaise s'est saisie, question justement de prévenir les actes qui peuvent être causés ainsi par les uns et les autres. Eh bien, pour mémoire, les premières vidéosurveillances ont été posées au Cameroun en août 2014. Eh bien, en ce moment-là, c'était 6 villes qui avaient été couvertes. Eh bien, l'extension se poursuivra jusqu'en 2020. Il faut d'abord s'assurer de cette nouvelle-là. Et puis, pour parler du cas précis justement de cet autre événement, de cette inauguration, il s'agit donc d'un centre national qui va porter de 1500 à 5000 le nombre de caméras sur l'ensemble du territoire camerounais. Question de permettre à la police, tantôt pour les renseignements justement, de mieux s'opérer sur le terrain, tantôt à la police judiciaire de s'armer davantage, question d'enquêter avec les éléments un peu plus probants. Et pour ce qui est de la police en termes de, justement de sécurité publique, eh bien, on dit ici qu'il y a désormais cet avantage que la circulation urbaine sera davantage fluide, tout comme on annonce un peu plus de contrôle pour ce qui est justement du désordre urbain dans les grands centres urbains du Cameroun, c'est-à-dire les grandes villes. On en a une dizaine au total en termes de chefs-lieux de région. Voilà donc cet endroit où nous trouvons en ce moment marque donc un nouveau départ donc de la police camerounaise pour ce qui est de la couverture sécuritaire, et nous sommes bien entendu dans l'une des salles les plus strictement stratégiques de la police camerounaise en matière, disais-je tantôt, de couverture sécuritaire. Merci Gisèle Pierre Sono. Parlons maintenant des activités autour de la rentrée scolaire à Boumiébé. Les élèves profitent des derniers jours de vacances pour mener à bien leurs activités, vente des prunes, vente d'eau glacée, vente des chips. Toute activité est permise afin de permettre aux parents d'acheter les fournitures scolaires. C'est un reportage signé Myriam Mazouf, Constant Kanga. Ce refrain est devenu le quotidien des vacanciers de Boumiébel. La rentrée scolaire bat son plein. Le moment est propice pour de nombreux jeunes scolarisés de s'adonner davantage à des petits commerces. Âgés pour la plupart entre 8 et 18 ans, ces jeunes enfants font la vente à la sauvette pour acheter leurs fournitures scolaires et subvenir aux autres dépenses liées à la rentrée de classe. Il s'agit pour la plupart des enfants dont les parents ont des moyens limités. Les parents ne payent pas mon école parce que manque de moyens. Sur cette route nationale numéro 3, ils exposent leurs marchandises aux abords de la route. Plateau en main, ces enfants, parfois au risque et péril de leur vie, poursuivent les voitures pour faire écouler leur commerce. Cette activité leur permet de passer le temps, d'après eux, mais aussi et surtout de renforcer certaines aptitudes commerciales. Si les tout-petits se livrent à la vente à la sauvette, les majeurs, quant à eux, font dans la restauration. C'est le cas de Ngongé Julie, étudiante à l'université de Yaoundé 1. C'est pas facile chaque jour parce qu'il y a des moments où le marché est difficile puisque tout le monde se prépare pour la rentrée. Mais on se bat et voilà. Donc je suis là, je m'apprête pour septembre pour mon fils et octobre pour moi. 3 mois d'activité menée avec ardeur pour ces enfants. Pour un bénéfice commun ou individuel, la chandelle s'arrête là. Retour dans les salles de classe. Salles de classe en pleine réfection et d'autres en construction, tel se présente le panorama de certains lycées de la ville de Douala à 2 semaines de la rentrée scolaire. Les différents chefs d'établissement rencontrés rassurent les parents et les élèves qu'ils seront prêts dès septembre prochain. Reportage signé Aïssatou Adjoumi, Guy Fotso. Malheureusement, nous n'aurons pas cet élément. Maintenant, nous reviendrons avant la fin de ce journal. Parlons toujours de rentrée scolaire. Ouf de soulagement pour les parents de l'école maternelle du camp militaire de Mora. Leurs enfants pourront, dès la rentrée prochaine, étudier dans un cadre décent. Des salles de classe viennent d'être construites par la force multinationale mixte. C'est un reportage signé Mireille Flore Defaux et Aïssatou Bouba. Le bâtiment flambant neuf, construit par la force multinationale mixte sur financement de l'Union africaine, dans le cadre des projets à impact rapide. Il a été retrocédé ce mardi 20 août en présence du secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, le Nigérien
Mamanou, en présence de l'émissaire de l'Union africaine et du gouverneur de la région de l'extrême nord. Ce bâtiment de 2 salles de classe vient mettre un terme à la précarité dans laquelle évoluaient jusqu'ici les tout-petits de la maternelle du camp militaire de Moura. La construction de cette école découle de l'adoption à Niamey au Niger par la Commission du bassin du lac Tchad d'une stratégie régionale de la stabilisation et du développement. Dans les prochains jours, des projets à impact rapide, notamment les fourrages, les étangs pour la culture du poisson, les activités génératrices de revenus et bien d'autres verront le jour pour accompagner les populations dans la normalisation après la crise de Boko Haram. Tous les orateurs qui se sont succédés se sont félicités du caractère prioritaire et important de cette école et ont salué les efforts de la force multinationale mixte, aussi bien dans le retour de la paix que dans les actions civilo-militaires qu'elle organise. Revenons dans la ville de Douala, le panorama des lycées présente des salles de classe en pleine réfection et d'autres en construction. Les professeurs rencontrés rassurent les parents et les élèves qu'ils seront prêts dès la rentrée du 2 septembre 2019-2020. Reportage signé Aïssatou Adjoumi, Guy Fotso. Un nouveau bâtiment en finition au lycée bilingue de Bobongo Petit Paris. Cette école ambitionne démarrer la rentrée scolaire avec un nouveau décor. En bref, ça va finir au plus tard le 2, dimanche le 2, pour passer la rentrée le 3. Vous suivez, donc ça va être prêt. Les élèves vont intégrer là-dedans et vont fréquenter. Un tour au lycée d'Aqua, le constat est le même. Ici, 2 salles de classe sont restaurées, des nouveaux tableaux installés, ainsi que des tables bancs neuves. De classe, nous sommes en réflexion des tableaux. La propriété est en train d'être faite. Les 2 salles de classe à la rentrée seront déjà disponibles. Par contre, ici, au lycée technique bilingue de Bonadoumbé, l'insalubrité a fait son nid en attendant le démarrage des travaux de propreté. Nous mettons la peinture, nous faisons les travaux d'étanchéité parce que nous avons des salles de classe vraiment abîmées. Avec tous ces travaux de reconfection, les responsables des 10 établissements nous disent être prêts pour la rentrée scolaire prochaine, prévue le 2 septembre 2019. Toujours en éducation, alors que la rentrée scolaire approche, certains établissements de la ville de Garoua affichent un visage des plus tristes. On note le manque de salles de classe et certains bureaux sont abandonnés. Le reportage est signé Aïssatou Adjoumi, Aïssatou Bouba. À quelques jours de la rentrée scolaire, plusieurs écoles publiques et écoles de parents manquent de salles de classe. Même le bureau du directeur est à ciel ouvert, cas typique de certaines écoles de la région du Nord. Extrait 3, Youmoussa, parents. Ici c'est l'école, sous la cloche, c'est le bureau du directeur, sous le hangar, c'est la salle de classe. Quand il pleut, les enfants et le directeur rentrent et reviennent quand la pluie est finie. C'était l'école parents, devenue école publique de Bao. À Djoumassi, à quelques encablures de la ville de Garoua, une école avec en tout et pour tout une salle de classe bâtie en matière provisoire, exposée au coup de vent et des intempéries, d'où l'urgente nécessité de construire de nouveaux bâtiments. Nous voulons que vous nous aidiez parce que la saison pluvieuse, nos enfants ne fréquentent pas. Ils restent à la maison seulement. Donc nous voulons que nous aidiez, même si c'est un bâtiment là, c'est mieux. Un peu plus loin à Gashiga, le panorama est de plus triste voire choquant. L'école publique n'existe que sur du papier, même pas l'ombre d'un bâtiment. La rentrée est proche et il pleut. Il n'y a pas de salle de classe. Le SECO qu'il y avait est tombé. Chaque parent doit donner 2000 francs pour acheter le SECO. Je suis allé couper les herbes pour en fabriquer un et vendre, l'autre pour donner à l'école. C'est ici que le maître et le directeur s'asseyent. Si certaines écoles brillent par l'absence des bâtiments, ceux qui en possèdent s'illustrent par un délabrement avancé des bâtiments. Des cris de détresse sont lancés. Voilà les conditions dans lesquelles les jeunes, fers de lance de la nation camerounaise, devront affronter l'année scolaire 2019-2020, dont la rentrée est prévue le 2 septembre 2019.
Laissons le secteur de l'éducation et intéressons-nous à cette séance d'explication entre l'entreprise Semri et les pouvoirs publics depuis un peu moins d'une heure au ministère du Commerce à Yaoundé. Ce sont les suites des dénonciations des stocks de 16 000 tonnes de riz qui moisissaient dans les entrepôts de la Semri à Yagua et à Maga. Cela est-il vrai? L'on se pose la question, si oui, comment se le permettre alors que le Cameroun importe chaque année 800 000 tonnes de riz? Des éléments de réponse nous sont donnés par Rodi Tongué qui se trouve actuellement dans cette réunion présidée par le ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbaga. Bonjour Rodi Tongué. Robert Charles, c'est 16 000 tonnes de riz paddy, du riz non décortiqué, qui ont été filmés, comme vous pouvez le voir sur ces images, par Bernard Djonga et ses camarades qui ont détecté 16 000 tonnes dans les usines de la Semri à Yagua et à Maga. Et ils ont suscité au sein de l'opinion une grosse dénonciation qui a permis de lever tous les boucliers pour voir clair sur la situation. Aujourd'hui, c'est à cette fin donc que j'ai chargé l'inspecteur numéro 1, M. Moussa Sanoir, de conduire une mission pour nous dire exactement ce qu'ils ont vu. Après la mission de contrôle, ce sont donc environ 10 000 tonnes de riz qui ont été retrouvées, du riz blanchi et du riz non décortiqué. En même temps, dans l'usine de Yagua, viennent de le souligner les autorités. Invité à s'expliquer, le directeur général de la Semri a donné les détails techniques qui peuvent conduire à cette situation. Le gros problème qui se pose en ce qui concerne la vente à Yaoundé, c'est véritablement le transport du riz, du site de production vers la capitale ou vers la capitale économique ou la capitale politique. Donc, ce problème est d'autant plus criard qu'il faut considérer que la tonne transportée de Yagua à Yaoundé coûte environ 60 000 francs. Au calcul fait, nous nous rendons compte que la Semri perdait 8 000 francs par sac vendu à Yaoundé par rapport au prix usine. C'est-à-dire que si nous devons vendre un sac à 15 000 francs sorti usine, du fait qu'on vend à Yaoundé et des charges, nous perdons 8 000 francs par sac. En gros, la Semri évoque donc des questions de communication, des questions de transport pour desservir le marché national. Il y a du riz produit au Cameroun, mais la desserte du territoire national fait parfois problème. Signalons que le Cameroun importe 800 000 tonnes de riz par an. C'était le chiffre en 2017 et en 2018 pour 150 milliards de nos francs CFA, ce qui cause un gros coup à la balance commerciale du pays. En tout cas, toute cette journée, on tirera cette affaire au clair. Nous allons démêler les fils très serrés de l'écheveau. On espère pouvoir ressortir avec des résolutions ici. En tout cas, c'est l'avis du ministère du Commerce. Ici, au ministère du Commerce, Samuel Bonis, Rodrigue Tongué, Canal 2 International. Merci Rodrigue Tongué. Parlons maintenant du fameux problème de bouteilles à Douala. Plus de 3100 bouteilles ont été stockées dans les entrepôts de l'entreprise Afrigaz à Bonabéry suite au fameux problème d'interéchangeabilité. Nos reporters Alex Lembe et Thierry Nana sont allés suivre de près ce problème. Écoutons le reportage. Difficile entente entre marketeurs dans le secteur de l'exploitation du gaz domestique. Un peu plus de 3000 bouteilles ont peiné à être retrocédées à leurs propriétaires respectifs depuis le début de cette semaine par Afrigaz. À la source du problème, le blocage autour de l'interchangeabilité des bouteilles dû à l'indisponibilité de leurs différents produits sur le marché, surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où de nombreuses populations sont en butte à cette situation désastreuse. À la base du problème, quelques raisons ici évoquées. En réalité, il s'agit des emballages qui ont été retournés dans nos différentes localités, principalement sud-ouest, nord-ouest, même dans les localités lointaines, parce que parfois, hors des villes comme Douala et Yaoundé, il y a certains produits qui peuvent être rares. Et donc les ménagères essaient de tout faire pour se débarrasser de ces produits contre nos bouteilles. Généralement, quand une ménagère a une bouteille dans une localité, et elle n'arrive pas à trouver de recharge, alors elle va chez un revendeur d'une marque différente et
parfois elle remet de l'argent en plus pour échanger sa bouteille. Mais donc au courant de cette situation, Afrigaz a décidé de rencontrer les marketeurs pour discussion. Rencontre qui va essuyer d'un échec qui a naturellement entraîné des conséquences que chaque économiques. Bouteille concurrente qui est arrivée chez nous est en échange de notre bouteille qui est partie. Alors, mais ce n'est pas le seul coût. Il y a le transport pour partir de ces localités vers Douala. Il y a le gardiennage, il y a le stockage. Donc, il y a plusieurs coûts qu'on continue de souffrir. Donc, mieux valait stopper la saignée en les sortant de la base maintenant, parce que sinon, on devait continuer de les garder. Une situation qui nécessite une prise de conscience rapide des différents marketeurs afin que puisse désormais régner de l'ordre dans ce secteur et que chacun en profite sans gêner autrui. En santé, de nombreuses familles sont endeuillées dans le département du Noun suite à des hépatites virales, le B et C. Des personnes qui en souffrent préfèrent se rendre chez les tradipraticiens ou chez les marabouts que de se rendre dans des centres hospitaliers pour un traitement normal. Les autorités publiques constatent le fait et engagent une sensibilisation des populations à cet effet. C'est un reportage signé Mireille Flodefo, Joyanoudine. Véritable problème de santé publique, les hépatites virales B et C continuent d'endeuiller des familles, surtout dans le département du Noun, où ici les personnes qui en souffrent préfèrent les tradipraticiens et autres guérisseurs. Et pourtant, la solution se trouve à l'hôpital. Je peux vous mettre à défi que je ne connais aucun tradipraticien qui a réussi à traiter efficacement l'hépatite virale, qu'elle soit B ou C. Certains, malheureusement, vont parfois bien chez des médicaments au niveau des pharmacies et vont les revendre à leurs patients. Et quand ça se complique, ils les renvoient chez nous avec des complications rénales essentiellement. Donc, il ne faut pas confondre le fait de déjaunir les yeux avec les potions comme étant le traitement de l'hépatite virale. Pour traiter l'hépatite virale, il faut être capable soit de tuer le virus, pour parler simplement, soit de l'anéantir de manière qu'il puisse se reproduire. Les tradipraticiens doivent utiliser des mesures d'asepsie, éviter de contaminer les produits qu'ils utilisent avec le sang des patients ou bien des personnes qui viennent consulter. Donc c'est l'approche à faire au niveau des tradipraticiens. Un état de choses qui a poussé les autorités sanitaires de la ville à sensibiliser à travers un atelier. En ce qui concerne la prise en charge de hépatites, que les populations comprennent que ce n'est pas une affaire de marabout. Il faut souvent aller à l'hôpital parce que ça se soigne bien à l'hôpital. Ce qui concerne également la prise en charge des AVC, j'ai souvent mené un combat. Quand les populations arrivent, ils ont toujours des croyances là, on ne place pas la perfusion. Outre les informations sur la prise en charge des hépatites virales B et C, les médecins et infirmiers présents ont parlé également de la prévention de l'hypertension artérielle, l'asphyxie néonatale, les maladies chroniques et l'accident vasculaire cérébral. En politique, disons que les hommes épris de paix ne peuvent pas rester insensibles face à la souffrance de leurs frères à la division du pays. Des propos du cardinal Christian Toumi et du leader du mouvement progressiste Jean-Jacques Ekindi au cours d'un point de presse accordé aux médias. Ces leaders d'opinion sont unanimes pour un retour de la paix au pays. C'est un reportage signé Patrick Ngwanya, Henri Tinda. Contribuer à la recherche de la paix est l'objet de cette conférence portée par son éminence le cardinal Christian Toumi et l'honorable Jean-Jacques Ekindi, tous deux face aux hommes et femmes de médias ce mercredi à Douala. Il est intolérable que cette année encore, des enfants camerounais, par centaines de milliers, puissent être privés d'école. Il est inadmissible que des Camerounais soient brutalement privés de moyens de subsistance pour eux-mêmes et pour leurs familles. Il est insupportable que le risque de mort pèse en permanence sur les habitants du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays. Pour les deux hommes, il est temps de passer à l'action. Les âmes doivent se taire et tous les Camerounais doivent se mettre ensemble pour la paix. Comme l'a dit le cardinal dans son propos liminaire,
Faire tomber ces barrières, c'est convier tout le monde. Parce que ce phénomène touche tout le monde. Et parce qu'il demande tellement de force qu'il ne l'obtiendra qu'avec l'union des cœurs, des esprits, des hommes. Et cette union-là est celle qui est. Au finish, le cardinal Toumi et le coordonnateur du mouvement progressiste donnent rendez-vous le 29 août prochain dans cette même salle des fêtes d'Aqua pour le lancement de la grande initiative populaire pour la paix. Seront spécialement conviés les églises, les communautés traditionnelles, les chefs, les partis politiques, les leaders et associations et bien entendu les hommes de médias. Fin de la polémique autour du siège de la direction générale de l'Agence de régulation de l'électricité. Jean-Pascal Kou, 52 ans, est nommé par décret du chef de l'État à fin d'après-midi d'hier patron de l'Arcel. Il remplace ainsi Jean-Pierre Kédi qui aurait défrayé la chronique après la fuite d'un courrier dans lequel il demandait à être remplacé conformément à la loi de 2017 qui ne permet pas à un patron de dépasser 9 ans cumulés à une fonction. C'est fait, il a été remplacé, sauf que Jean-Marie à l'école, PCA, est en poste depuis 2000, il n'a pas été remplacé. L'ambiance au siège de l'Arcel, c'est avec Rodi Tonguin et Constant Kanga. De minutes après la lecture à la radio publique du décret du chef de l'État, nommant un nouveau directeur général à la tête de l'Arcel, des salariés de l'entreprise exultent. Ce qui est davantage salué ici, c'est l'esprit de turnover. Après 9 ans de management, Jean-Pierre Kédi s'en va. Aujourd'hui, nous nous sentons libérés parce que certains responsables au Cameroun pensent que lorsque le chef de l'État leur a confié certaines missions, ça devient une plantation cacaoyère de leur famille. Des employés de l'entreprise chargés de réguler le secteur de l'électricité, massés ici dans la grande cour de l'immeuble siège au quartier Bastos à Yaoundé, soulignent déjà le premier challenge du nouveau patron nommé. On ne connaît pas bien le nouveau, bon, on va apprendre à le connaître. Hein. On espère que ça serait un bon manager. On espère que les choses vont changer et que dans le secteur, les coupures et autres, il va descendre lui-même sur le terrain pour le faire parce que la population en souffre. Jean-Pascal Nkou, ingénieur statisticien, chef de la division des analyses politiques et économiques au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, aura sans doute à l'esprit qu'il arrive ici dans un contexte particulier, au moment de la demande de remplacement par lui-même de son prédécesseur, soucieux du respect de la loi de 2017 qui prescrit un délai de 9 ans maximum pour les patrons d'entreprises publiques. Mais il est difficile d'affirmer que c'est cette disposition qui a occasionné le décret, puisque Jean-Marie Aléocole, président du conseil d'administration, en poste depuis plus de 9 ans, reste en fonction. Il a présidé hier un conseil d'administration de l'Arcel, le dernier de Jean-Pierre Kédi comme directeur général. Ouvrons la page sport sur Canada International et parlons des Jeux africains Maroc 2019. Nouvelle journée chargée pour la Cameroun Olympic Team aux Jeux africains Maroc 2019. Les Lions de volleyball entrent en compétition ce jour. Elles affrontent le Sénégal à partir de 14 h après leur victoire hier face à l'Ouganda. Les Lions indomptables du handball affrontent ce jour le Kenya. Sur le ring, les boxeurs camerounais Menga ici affrontent le Nigérian Mamasani Aruna au complexe Al-Amal de Rabat. Hier, Wilfried Seyi s'est qualifié pour les quarts de finale en disposant du Marocain Assigar. En football, les bébés Lions ont fait match nul face au Nigeria, 1 but partout. En journée, le Cameroun classé 8e totalise 4 métaux, dont 1 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Écoutons à cet effet quelques plénipotentiaires camerounais qui réagissent face à cette compétition africaine au Maroc 2019.
Plénipotentiaire camerounais. Parlons toujours de sport avec foot vacances, stop et fin pour la Coupe de l'Entente 2019. Après 2 semaines intenses de compétition, les jeunes de ces villages qui longent la nationale numéro 17 ont vibré au rythme du tournoi qui se termine ce jour. Alex Lembe pour plus de détails. Village à Kumsing le 18 août dernier. Les supporters sortaient de tous les coins, même par les moyens de locomotion de fortune, pour venir vivre en direct la grande finale de football qui marquait ainsi la fin du championnat de vacances 2019 ainsi que la fin d'un mandat. Débuté le 3 août dernier, 2 semaines durant, les jeunes venus de tous les villages de la nationale numéro 17, entre l'arrondissement de Mungong et l'arrondissement de Sarmilima, constitués en 18 équipes, ont rivalisé d'adresse et de performance, voire même des célébrités à travers des matchs de football. Une occasion qui leur aura permis de chasser pendant cette période estivale l'ennui, le vice, le besoin, sans toutefois oublier l'oisiveté avec le football qui, faut-il le signaler, reste et demeure un véritable élément unificateur. Tout ceci à la grande satisfaction de l'organisatrice. Très bon, je suis très satisfaite. Vous avez si bien dit, nous sommes au terme de mon mandat qui s'est allé à 2 années. Et vous avez vu comment ça a été couronné par la joie, la satisfaction totale de tous. La finale de football qui a opposé pour la circonstance cette année Real d'Assaman à Olympique d'Alagang s'est déroulée dans une ambiance sans pareille. Entre Minjang et autres animations traditionnelles, groupes de danse, tout y était. Présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sarmilima, cette finale dont l'enjeu et le jeu ont joué en égalité a à plus d'un titre satisfait toutes les attentes, couronnant ainsi une bonne fin de mandat dont le bilan nous est ici brossé. Lorsque je sors aujourd'hui, je sais que la Coupe de l'Entente a un récépissé de déclaration d'association. La Coupe de l'Entente a un compte bancaire. La Coupe de l'Entente a un règlement intérieur. L'édition 2020, qui est immédiatement entrée en chantier, connaîtra un nouveau bureau. C'est tout pour cette édition du 13h sur Canada International. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.